Bon allez, je m'arrête parce que... Alors, Pierre est votre confrère à Courbevoie, donc instituteur. Alors voilà toutes les institutrices de l'Enfin-Vallon. Il y a une moitié de carré. Merci, et puis bonne continuation dans ce dur métier. Oui, en fait c'est un métier. En fait c'est pas un métier dur, c'est un métier prenant. Un livre, ça ne se programme pas. Nous ne sommes pas dans le plan quinquennal de Michel Rocard, comme ça existait il y a ça maintenant 30 ans. Ça n'est pas une programmation assistée par ordinateur. C'est un défi. En fait, on va dire. C'est une rencontre, un défi. Et puis, voilà. Alors, donc là, ça vraiment, quand on parle de défi, c'est vraiment un défi parce que écrire, en fait, c'est lutter contre le temps, c'est-à-dire le temps social, le temps familial. Nous avons repris ensuite un atelier d'écriture sur le thème des haïkus. Karine, qui est donc la collègue de Séverine, a fait un atelier d'écriture avec mon humble personne sur le thème de la nouvelle. Michel a mis un panneau sur la plage de la Concorde, SAF 1937. Nous sommes le 1er janvier 2000. Il est venu, en fait, il s'est prêté à une sorte de, disons, presque délire familial, disons, une histoire familiale qui a démarré en 1937, où mon père, qui travaillait à la SAF, donc la société SAF autonome, non, soudure autonome française, voilà, soudure autonome française, qui est devenue l'Airliquet. Donc mon père travaillait à la SAF, il travaillait avec une jeune fille qui est devenue sa femme, ma mère, mais avant qu'ils se connaissent, il a eu l'idée de donner rendez-vous à tous ses collègues de bureau le 1er janvier 2000 sur la place de la Concorde. On était donc en 1937. Et donc ma mère a conservé le papier officiel qui avait été fait à ce moment-là au sein du bureau. Toute sa vie, bien sûr. Mon père est mort en 1979 et puis ce papier a été conservé. Mais le jour dit, on s'est tous prêtés au jeu. On a donc fait cette affiche. Et bien sûr, Michel était de la partie. Et nous sommes partis de bon matin le 1er janvier 2000, place de la Concorde, en essayant de retrouver les collègues de bureau de mon père et de ma mère. Bien sûr, il n'y a eu personne, mais enfin, on était extrêmement heureux de se prêter à ce jeu, hein, c'était devenu bien sûr un jeu, de se prêter à un jeu et puis de brandir notre banderole. Et Michel était forcément, vous le connaissez, très enthousiaste à essayer de retrouver des gens. Voilà, c'est une anecdote familiale de Michel se prêtant à ce jeu. Voilà. De sa femme, de sa mère. Tu sais plus ce que tu dis, tu es fatigué. Je suis fatigué complètement. Michel Champandal est fatigué ce soir, je crois que... Oui, mais bon, il sait quand même ce qu'il dit, n'est-ce pas? Il est à pedir de boca. Ah. Vous savez, moi j'ai toujours pensé au père de Coluche, et le père de Coluche disait, oui, Coluche dit de lui, donc il disait à son fils, vous savez, moi, je travaille qu'à mi-temps. C'est-à-dire, je travaille 12 heures par jour. Le reste du temps, je fais ce que je veux. Le reste du temps, je me promène, je me lave, je mange, je parle avec ma femme. Mais je travaille 12 heures par jour, à mi-temps. Eh bien, moi, j'ai décidé de travailler un petit peu plus que 12 heures par jour. Parce que 12 heures par jour, ce mi-temps, c'est quand même pas un plein temps. Donc, je me suis dit qu'un petit 18 heures par jour, c'était pas mal. Non, plus raisonnablement, j'essaye de me fixer 12 heures de travail par jour, 6 heures le samedi, et le reste du temps, je me repose. Ce qui est une excellente façon, à 55 ans, de ne pas choper une crise cardiaque. Mais parfois, il y a des dérapages, parfois on est
effectivement pris dans plusieurs idées à la fois. Ça s'appelle le surmenage. Donc il est très rare en fait pour un éditeur d'aller chez un auteur. En général ça se passe chez le libraire, bibliothécaire dans le meilleur des cas ou dans les salons du livre. Mais être chez soi, quand on est auteur et recevoir ses amis avec tous ses bouquins et avec les souscriptions, je pense que ça doit être un véritable plaisir. Alors, viens de ici. Cyril, Cyril. Venez. Alors, Attends, on va chercher l'autre. Attendez, 2 secondes, on en a un qui est. Tiens, ça, 2 secondes, j'ai cherché l'autre. Et on sort le livre. Alors il y a une dizaine de librairies qui vont plus, et puis il y a Internet, on a un site alors Marty, nous on a juste quelque chose à dire, c'est qu'on fait partie de la famille des loulous. Et on le prouve. Voici un loulou, des loulous qui nous ont été envoyés par Michel. Oui, les loulous. Oui, les loulous. C'est dommage de Tu peux le dire? Est-ce que tu peux dire 11h30? Non? 11h30? Vas-y, essaye. 11h30. Même si tu n'arrives pas à lire, tu répètes. 11h30. 11h30. Alors, ce que tu vas faire, c'est que tu vas prendre le livre dans tes mains, comme tu l'as fait, et tu vas dire, tu vas répéter après moi. Ça fait rien si je le dis? Je vais me mettre là-bas, et puis je vais dire 11h30 et tu vas répéter 11h30. D'accord? 11h30. Super. Bravo Paul. Bravo, bravo. Lire, c'est grandir. On y va. On y va? Lire, c'est grandir. C'est ce que nous pensons tous aux éditions Michel Champandal. Lire, fait grandir. C'est ce que nous pensons tous aux éditions Michel Champandal.
dans un appartement qui est la maison de Karine Frédéric et des enfants. Et cet après-midi est consacré à la signature. Bon, bonjour, je l'aimais beaucoup. Voilà, je vous embrasse. Et on a besoin d'un homme comme ça. Il a laissé surtout l'amour de l'autre, aller vers les autres, et puis l'amour de la littérature et de la langue française. Voilà. Bisous Michel. Alors voilà, ce sont les carnets de travail. Les carnets de travail de Michel Champandal. En un 22 avril 1993, après le Clouet. Henri Miller nous dit que il faut nous moquer de nous-mêmes. Nous moquer de nous-mêmes. Et je me moque de moi-même. Moi, Michel Champandal, je me moque de moi-même. Oh, 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 Michel, c'est encore moi, enfin mon cher répondeur, pardon Michel, je ne voulais pas t'insulter. Oui donc bonjour mon cher répondeur, qui vraiment n'a de cesse de tourner des milliards de fois sa langue dans sa bouche technologique avant de parler, car on ne l'entend que très peu, sinon guère. Voilà, donc, cher répondeur, je voulais déclencher en toi autre chose qu'un petit signal sonore, mais une vocation d'amitié pour l'œuvre deltéienne, que tu ne connais pas encore, cher répondeur. Et j'espère que ces quelques lignes résumatoires, compendieuses, de l'œuvre vont t'inciter à faire quelques efforts pour embrasser cette œuvre de chair fraîche. Voilà mon cher répondeur. Notre oncle Michel nous a transmis une chanson, l'hymne roumaine, que son propre père lui a transmis, et donc nous passons le flambeau et nous voulons le partager avec vous. Voilà. Fais comment ? 1, 2, 3. Mine, 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 vuc encore en quinquanque. Mine, 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 vuc encore en quinquanque. Cumque, quale monacce, cumque vo. Cumque, quale monacce, cumque vo. Bogbo, la ciade, vuc encore en quinquanque. Bogbo, la ciade, vuc encore en quinquanque. Odicolebus, Charros. Voilà. À l'abri sous l'arbre accueillant, Arsinoé est accroché à la lettre A. Un navet orange, un oiseau couleur noisette, une balançoire blanche. Alors, qu'est-ce que c'est? Se dresse tout à coup Denis, le dauphin. Décompte, Doudou, lui dit-il, tu es en danger. Dis donc, voisinet, dit-on, du dos donné d'un dos du dindon. Le dindon dégoûté perd cette nuit et guetta Tardar et disparaît en delta plate. Avec Kléber, le petit kangourou dans sa poche, elle a parcouru des centaines, des milliers de kilomètres. Clop, 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 pour arriver au bout de trouve totalement dans ce salon du livre. Alors tout n'est pas tautogramme, mais les 4 premiers mots, oui. Théo, tu te trouves totalement dans ce salon du livre. Tu te tais, tautogramme. Cookie Cookie, c'est autour du kiosque de Pierre qui traîne. L'auteur de la bague. Exactement, l'auteur de la bague. De la mort. Et l'auteur également de Mon palais à Bénarès, que je vais lire à l'instant. Ça vous étonne, mais c'est comme ça. Mon palais à Bénarès, c'est une des nouvelles. C'est une des nouvelles qui se trouve dans La Bague, qui est éditée aux éditions Michel Champandal. Je n'osais le dire, merci.
Jardin, 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 jardin. Romarin. Fleur. Non. Citronnière. Blanc. Bulbe dans la terre, jardin, jardin. Mignonne, pourquoi? Pourquoi les fleurs grandissent-elles? Parce qu'il pleut. Qu'elles veulent voir le ciel de près. Elles veulent voir le soleil, Elles veulent toucher les étoiles. le nuage et la nuit. Parce qu'elles veulent toucher le toiture de la tour Eiffel. Parce qu'elles ont un cœur. Dans mon jardin, le lapin blanc, Des fleurs roses et bleues. un jeu orange, Des maisons, un kangourou orange à pois. un pommier jaune, Un navet orange. un oiseau couleur noisette, Une balançoire blanche et noire. accroché à un arbre rouge. Un arbre orange. Et les vagues de la mer. Et on va terminer par je vois. 17. Je vois. Je vois quoi? Des châteaux verts et orange. Une pièce bleue. Des champs blancs. Un ours orange. Et voilà, c'était donc des extraits de poèmes Je vous aime. Dans mon jardin, le lapin blanc, des fleurs roses et bleues, des jeux oranges, des maisons, un kangourou orange à pois, un pommier jaune, un navet orange, un oiseau couleur noisette, une balançoire blanche et noire accrochée à un arbre rouge, un arbre orange et les vagues de la mer. Dans mon jardin, le lapin blanc, des fleurs roses et bleues, des jeux oranges, des maisons, un kangourou orange à pois, un pommier jaune, un navet orange, un oiseau couleur noisette, une balançoire blanche et noire accrochée à un arbre rouge, un arbre orange et les vagues de la mer. Les couleurs. Bleu comme le ciel et la mer, rouge comme les fraises et le cœur, jaune comme le citron, le soleil et le beurre. Bonjour tout le monde, j'ai rencontré Michel il y a 2 ans et demi par hasard sur internet. On a correspondu, on s'est rencontrés très peu de temps malheureusement, j'ai plus eu la chance de correspondre avec lui par téléphone et par mail. Et j'ai rencontré des gens formidables qui sont derrière la caméra, que je ne peux pas vous montrer actuellement. Tout pour vous dire que tous les jours qui passent, il me manque un petit peu plus et que c'est quelqu'un qui est compté dans ma vie. J'espère qu'on pourra porter son œuvre un petit peu plus loin. Et voilà, et s'ils m'entendent là-haut, à bientôt. Ciao. Salut Pantin. Eh bien voilà, j'ai rencontré Michel en 1991, quand il était à l'ABN, il était magasinier par l'intermédiaire d'un autre copain qui était fondu de littérature aussi, et voilà, ça a été l'enchantement assez rapidement, parce que Michel c'était un enchanteur qui savait faire vivre et qui vivait la littérature, et puis les anecdotes qui sont autour, et puis les auteurs qui avaient ce principe du plaisir qui était un peu en contradiction avec la vision un peu fossilisée qu'on a parfois de la littérature, enfin de la culture en France, quoi. C'était l'anti-ministère de la culture, Michel. Il vivait ça avec frénésie, avec une énergie incommensurable. Il savait faire partager ça dans une relation de fraternité. Et voilà, ça fait... J'ai des myriades de souvenirs qui me reviennent à l'esprit depuis qu'il a disparu. Des trucs invraisemblables, certains que la décence même interdirait de raconter ici, si tant est que ces choses qu'il a racontées parfois étaient vraies, tellement elles semblaient extravagantes. Et c'était quelqu'un qui aimait les fous littéraires, qui aimait tout un tas de personnages, des espèces d'obus qui traversaient le paysage, certaines contrées littéraires de manière fugace et qu'il aimait entretenir. Alors on avait été, je me rappelle de lui, j'ai des photos qui surgissent à l'esprit au prix Paul Léoto, où on avait été en 1992, où était dans le jury, il y avait ses amis Alphonse Boudard et Louis Nucera notamment, et
Et avec le copain Dominique, qui s'était enivré de manière abominable et éhonté. J'avais dû les ramener par le métro. Et à la fin de la soirée, dans les dorures du palais dans le 16e arrondissement où se tenait le prix Paul Léoto, il y avait eu une dernière photo de famille avec les derniers pochetrons qui n'étaient pas encore rentrés, enfin pas tous pochetrons. Et il me semble qu'il y avait Alphonse Boudard sur la photo, et au moment où le flash s'est déclenché, Michel a sauté en l'air en levant le poing en criant « Vive l'anarchie !» et je reverrai toute ma vie le visage de Michel déformé par l'alcool et par l'enthousiasme, en train de crier « Vive l'anarchie !» Et puis c'est des tas d'autres souvenirs, c'est Mouna qui nous avait fait rire aux larmes pendant une demi-heure dans un repas de l'Union pacifiste où il avait crié, où il avait scandé, entre autres slogans, « La retraite à 15 ans ». J'ai cru qu'on ne s'arrêterait plus jamais de rire avec Michel à la suite de ça, et puis de plein d'autres propos qu'il avait tenus avant, etc. J'en oublie, donc voilà, c'est quelqu'un qui moi, m'a appris à apprécier, à lire et à apprécier la lecture, et quand je lis Alphonse Boudard, je pense à Michel tout le temps, et bien sûr qu'il me manque évidemment. Voilà. Merci. Parce que tout ce que tu as vécu, qu'il avait expliqué un peu dans des lettres, tout ce que tu as écrit, et après, Boudard a fait un gros pavé, comme il l'explique, de 800 pages où il racontait toute son histoire. Et qui n'a pas été pris parce que en fait, et il a décliné ça sur 30 ans, voilà, et ça a fait l'œuvre de Boudard. Voilà. Voilà, l'autobiographie, son livre préféré. Et dans l'autobiographie, j'ai découvert, dans l'hôpital, j'ai découvert un truc dernièrement. Il y a un personnage qui s'appelle, un personnage anarchiste espagnol qui s'appelle Michel. Non. Qui s'appelle Salvador Giberta. Eh bien, Salvador, c'était le nom de guerre, c'était le nom de guerre de Julien Blanc en Espagne à la faille. D'accord. Et Giberta, c'était son meilleur pote. D'accord. Tu vois un peu. Ah, voilà. Donc, bon, après, qui va pouvoir décrypter encore ça? Mais Salvador Giberta, si tu lis le Temps des hommes, tu t'y retrouves. D'accord. Il y a un monsieur qui est en train de... C'est très intéressant. C'est pas perdu pour tout le monde. Oui, je veux dire, puis c'était central, moi, Julien Blanc, ça le faisait vibrer, Michel. C'était émouvant, moi, il m'avait fait dire ça. Il y avait vraiment quelque chose qui vibrait là. Parce qu'il y avait beaucoup de pathos, enfin, beaucoup de... Il y a 3 semaines. Oui. Donc Michel, Michel, voilà, on a écrit une carte postale, très bien choisie. Une main qui repousse quoi, je ne sais pas. Mais en tout cas, ça a certainement du sens, le fait de savoir dire non. Et derrière, il m'écrit le 6 mars 2009, le corps politique, c'est celui qui pense en permanence la possibilité de l'anarchisme. Donc, c'est le dernier message qu'il m'a transmis. Je pense que c'est un bon message. Donc voilà, un jour Michel m'a envoyé un manuscrit et j'ai publié ces textes. Donc ça s'intitule Guy Darol en souvenir du futur, donc aux éditions de la Station Underground d'émerveillement littéraire. Et je voulais juste lire un des poèmes de Michel. Et ce poème est dédié à Pacôme Thielman. Et j'ai rencontré aujourd'hui pour la première fois Pacôme Thielman, et je l'ai rencontré justement à l'occasion du départ de Michel, on va dire. Je suis assis dans un café en face de la grande raffinerie culturelle du centre Pompidou surnommée Beaubourg. Il fait chaud dedans, froid dehors. La radio grésille tel un steak de thon. J'ai pensé far niente, mais je n'en fais rien. Il y a toujours un gamin hilar au fond de moi qui anime la marionnette et lui fait écrire des poèmes. Je me console en pensant à la phrase de Jack Kerouac tirée de son credo poétique « Croise au caractère sacré de la vie ». Voilà qui vous tire d'un néant de bazar. D'ailleurs, le calvados que je viens de boire était beaucoup trop cher, mais diantrement savoureux. 44 francs. Ce tarif palindromique, c'est une honte, et je l'ai bu dans un grand verre sur pied. Honte en or fondu de sucre et de pommes. Et puis,
Une dame blonde, plus très jeune, à mes côtés, vient de s'installer et fume une cigarette en lisant un hebdomadaire, l'événement du jeudi. Son écharpe a glissé à ses pieds sans qu'elle s'en aperçoive. Je savoure le moment de lui signaler ce fait avec tact et alacrité. « Votre écharpe a glissé, madame !» Et je la lui ai ramassée d'un geste leste et elle m'a remercié en souriant. Et ceci me permet aussi d'écrire ce poème avec une dame blonde et son écharpe. Vous lirez ces lignes dans un ailleurs qui n'appartient qu'à vous. Et de ce bistrot pas pressé et trop cher, je vous salue, c'est la moindre des politesses, que de saluer son lecteur ou sa lectrice. Après tout, la littérature et sa source, l'écriture, ne sont-elles pas une main tendue qui attend celle du lecteur? Nous sommes parfois si seuls au monde, et nous allons mourir. Alors profitons de la vie pour aimer, chanter, faire des poèmes, en regardant une dame blonde qui se lève avec son écharpe. Apprécions la grégarité, qui, si elle se matérialisait, prendrait peut-être la forme d'une immense terrasse de café. C'est ainsi qu'Alphonse Allais voyait le paradis. Une terrasse de café immense, infinie même, de laquelle il écrivait à la hâte. Il est mort dans le quartier des Normands de Paris, à l'hôtel juste à côté de la gare Saint-Lazare. Ceci n'empêche pas le soleil de frapper la vitre d'une fenêtre située en face du troquet, sur le trottoir vis-à-vis. Sur le haut de son crâne, elle est charmante, moulée d'un chandail noir. Oui, charmante. À 2 pas d'ici, André Ardelais vécut, le Vecchio qui écrit vit des pages inoubliables. Il doit toujours exister aussi près de l'horloge spectaculaire. Reynald Monge, l'éditeur à l'enseigne du Griot et dont la diplomatie laissait forte à désirer au point que je ne le vois plus. Tout cela est de l'histoire ancienne. Pendant ce temps, nous digérons, du moins pour ceux qui ont mangé, car l'heure tourne. Il est maintenant 13h20. Je vais arrêter le fil de ce poème buissonnier pour continuer à arpenter le bel aujourd'hui. À bientôt, Michel Champandal, Beaubourg, dimanche 15 décembre 1991, 13h. Salut Michel. Comme ça, Imagine qu'il soit là. J'ai rien. Il est là, il est en train de te dire, il va pas dire des conneries. Hein. Je veux dire, tout le monde meurt. Sauf qu'il y en a qui choisissent l'heure et la date, et lui il est tellement libertaire qu'il a choisi l'heure et la date. Hein, et c'est balèze ça, quoi. Hein, et pourtant, bon, on était fâchés pour des raisons tout à fait connes. Quelle raison? Idiote complètement. On s'était incompris sur un truc, et puis il m'avait pas recontacté, je l'avais pas recontacté, et bêtement. Moi je l'avais connu il y a 20 ans, il était venu m'interviewer sur Léo Ferré. J'ai amené le CD, j'ai gravé le CD de son interview. Et voilà, et je me suis dit, quand j'ai appris ça, je veux dire, ça m'a pas étonné. Malheureusement, ça m'a pas étonné. Je le sentais très mal, quoi. Et je me suis dit, c'est bête qu'on ne soit jamais recontacté, quoi. Parce que c'était complètement idiot. Et il aurait été ravi, et moi aussi, qu'on se revoie. Bien que de temps en temps, ça chauffe un peu entre les deux, mais entre amis, c'est normal. Hein. Voilà, bah Michel, salut, et je pense que tu es peut-être mieux là où tu es. Bien qu'on dise qu'il ne faut pas dire ça, moi je le pense. Voilà. Salut. Merci. Question, le clap. Salut Michel. Je pense que tu es bien là-haut, mais fais pas trop de bêtises, hein. Parce que tu es un homme bien et on te respecte. Salut, au revoir. Le seul mot que je me rappellerai, enfin, que j'oublierai jamais de Michel, c'est... il m'appelait Grand Louis. Et ça me faisait plaisir, mais... je ne peux pas savoir à quel point ça me faisait plaisir, justement, quand il m'appelait Grand Louis. Et aussi, il avait l'habitude, quand il me voit, de me dire que je suis rayonnant. Et c'était la seule personne à me dire ça. Ça me touchait vraiment beaucoup. Enfin, c'est un homme merveilleux, inoubliable. On avait un projet ensemble, enfin, de faire un film sur les écrivains de culture berbère, les écrivains engagés, que j'espère qu'il aboutira en hommage à Michel, avec Pierre, justement, que ce projet-là aboutisse un jour.
beaucoup Michel. Il nous a permis de jouer plusieurs fois. Il aimait beaucoup la chorale, il venait souvent chanter. Il était toujours très enthousiaste. Et je crois que la dernière fois que je l'ai vu, il est venu écouter un concert. J'avais eu des places et ils étaient venus avec André Angélique et Claudette. Écoutez Così fan tutte de Mozart, c'était pas tout à fait la culture libertaire, mais il était très heureux, il avait fait une critique très intéressante après. Et j'espère qu'il a emporté ce souvenir-là. Voilà. Michel, il venait toujours nous voir chanter dans la chorale. Et ce que je me souviens, c'est qu'il se mettait toujours du côté des filles, des voix les plus aiguës. Comme ça nous perturbait. et voilà, moi j'étais Madame la Présidente, toujours. Et voilà, et Michel, il était toujours là avec sa valise de livres et son béret et ses lunettes. Voilà, et puis sa vie, quoi. Et la clo-clo. Salut Michel. Ça marche là, ça? Ah bon, d'accord. Bon, je voudrais saluer la mémoire de Michel à la façon des livres de Cap et d'épée dont on a souvent parlé ensemble. Salut Michel et vive l'anarchie! Top. Ceci n'est pas un carré blanc, c'est un réel carré rouge. Et c'est le signe, c'est tout ce que pouvait représenter le côté vivant, imaginatif, en chair et en os de Michel, que je connaissais un petit peu, notamment par les ateliers d'écriture. Et je trouvais que le lien entre la littérature en chair et en os et ce côté exalté qu'il avait, c'est tout ce qu'il y a de bouillonnant dans la vie. Voilà. Comme t'as envie. Ok. Quand vous voulez. D'accord. Michel, je l'ai connu vers 88-89. J'avais 12-13 ans, je faisais un fanzine. Michel m'a fait découvrir Raymond Roussel, m'a aiguillé et orienté dans le monde de la poésie et de la littérature, et surtout m'a introduit à celui qui depuis est mon musicien préféré, Frank Zappa, en m'offrant l'album Absolutely Free. Le nombre de choses que je dois à Michel est très 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 grand. J'ai pas d'ordre de grandeur à donner, ça dépasse les ordres classiques. Sa gentillesse, son humour me manque, et sa bonté, je ne sais que dire d'autre que il écrivait des lettres qui étaient magnifiques, une drôlerie, il avait une écriture qui venait tout droit du pays des merveilles. C'était un être d'exception, et je pense à lui souvent. J'ai connu Michel il y a un peu plus de 10 ans par l'intermédiaire de Claudette, puisqu'il est devenu son mari. Et on a passé tout un tas de très très bons moments ensemble, particulièrement de vacances et de balades à Paris. Il y a plein de photos d'ailleurs de nous, donc ça m'a beaucoup touchée, des moments qu'on avait partagés ensemble, et voilà, pour dire ce que j'ai écrit. C'est-à-dire que ces moments resteront pour toujours un très bon souvenir pour moi. Voilà. Eh bien bonjour, donc Jackie, on se connaît bien. Michel, je l'ai connu ici même, en compagnie d'André, et ce fut un plaisir pour nous et pour ma femme, parce que étant absente, je vais parler en son nom, qu'il fut notre témoin de mariage, et voilà, donc super mariage avec un super témoin, et à très bientôt. Bisous. Ouais. Michel, on avait un livre à faire ensemble, et tu nous fais faux bon. Mais je crois quand même que des tas de gens veulent que ça se fasse, et t'inquiète pas, ça se fera.
Michel, Michel, je t'ai connu, tu es le premier à avoir eu confiance en les textes que tu as lus et que je t'ai proposés. Et je suppose que tu t'as fait énormément de bien dans ta vie et je dis chapeau. C'est simplement dommage que on n'a pas pu faire assez de bien dans ta vie. Donc merci pour tout. Bonjour à tous. Bonjour. Alors, au sommet aujourd'hui, rassurez-vous, ce n'est pas un récital, en forme de chorale populaire. Voici donc, à la mémoire de Michel, et je veux dire à l'avenir de Michel, parce qu'il est toujours vivant, en fait. Pour Michel, ceux qui chantent avec nous, aussi mal que nous, et avec autant de bon cœur que nous. La dernière qu'il aimait bien, il a fait rire. Alors, vieux problème, éternel problème, les imbéciles nés quelque part et l'autre du village à côté, c'est un affreux, c'est un étranger. On a fait terminer en musique récemment par la faille. Voici le gros chat du marché. Comment vous saviez pas, elle a perdu son chat, le gros chat Angora, qu'elle emmenait au marché. Comment vous saviez pas, elle a perdu son chat, perdu, enfin perdu. Moi je dis qu'on lui a volé, Quand on voit ce qui est devenu notre quartier, à ce que tout ce que ça fait, y a pas de quoi s'étonner. Comment vous saviez pas, on lui a volé son chat, le gros chat Angora, qu'elle emmenait au marché. Comment vous saviez pas, on lui a volé son chat, volé, enfin volé, quelqu'un qui l'ont mangé, Quand on voit ce qui est devenu notre quartier, il faut s'attendre à tout avec ces étrangers. Comment vous saviez pas, maintenant ils volent les chats, on commence par les chats, et va savoir après. Comment vous saviez pas, ils habitent à côté, à 15 dans un gâteau, sans eau et sans WC, Quand on voit ce qui est devenu notre quartier, si c'est pas malheureux, manger des chats français. Comment vous saviez pas, tout le monde ne parle que de ça, la fille la dame au chat, dit qu'elle s'est fait violer. Comment vous saviez pas, paraît qu'ils l'ont droguée, et qu'ils voulaient l'emmener dans leur pays là-bas, Quand on voit ce qui est devenu notre quartier, il faudrait plus de rendre, on n'est pas protégé. Comment vous saviez pas, on forme un comité pour les faire expulser avant qu'il y ait d'autres dégâts. Le frère de mon beau-père connaît l'adjoint au maire qui dit que le député couvrira toute l'affaire. Quand on voit ce qui est devenu notre quartier, il était cœur de gloire, on a tout trop tardé. Comment vous saviez pas, elle a retrouvé son chat comment quel chat, de quel chat vous parlez? Le gros chat Angora, qu'elle emmenait au marché. Ah, le chat du marché, oui, je l'avais oublié. Merci à vous. Merci Muriel. Alors, Isabelle, lorsque j'ouvre la porte. Lorsque j'ouvre la porte, il y a le noir. Noir comme la nuit derrière les volets clos. Noir comme les peurs, les craintes périurbaines qui renferment chez soi. Bon Michel, je pense que tu n'échapperas pas non plus à ton texte. Et non, c'est l'arroseur arrosé, le formateur formaté. Lorsque j'ouvre la porte. Ou le raisonneur a raisonné. Le raisonneur a raisonné. Lorsque j'ouvre la porte, une vaste pièce nous accueille. Le plancher est lisse, d'un bois clair, apaisant pour les yeux et le cœur. Cette pièce est constituée d'un salon et d'une salle à manger contiguës. 3 grandes fenêtres laissent place à l'intense luminosité de la rue. Nous habitons le rez-de-chaussée d'un immeuble construit en 1896. Jadis, des salariés de l'ancienne usine de gaz, devenue une des antennes de DF-GDF, venaient déjeuner dans une cantine. Ensuite vinrent s'installer diverses entreprises, la dernière en date étant un atelier d'un maquettiste travaillant dans la publicité. Dans cette pièce peuvent séjourner à l'aise une trentaine de visiteurs. Le nombre de meubles et leur encombrement ont été réduits au minimum, non par souci d'économie domestique, mais pour dégager au maximum un espace certain apte à une circulation tranquille, donc à une flânerie. Le visiteur nouveau est surpris par la diversité et l'importance des tableaux.
L'endroit a été agencé comme une galerie d'art. Au fond du dernier niveau de l'appartement se trouve une cuisine dite à l'américaine, une salle de bain agencée en longueur et le bureau de travail des occupants du logis. Car ici on travaille. Au sous-sol se tiennent une bibliothèque et la chambre nuptiale. Cet appartement est un havre de paix, y revenir un plaisir et y séjourner une paix de l'âme. Le regard y est sans arrêt requis en douceur par une théorie de plantes vertes hétéroclites disposées à profusion. Claudette et moi avons garni de nos trésors de grands placards accueillants. Il y a notamment toute une collection de livres. C'est le genre d'appartement idéal pour un couple vieillissant sans enfants. C'est également le genre d'appartement qui pourrait servir de standard minimum pour l'habitat si la société était libertaire, c'est-à-dire respectueux du bien-être de chacun. Je crois qu'on va pouvoir entendre un extrait musical. Alors, je propose, pour aller dans le sens de cette tournée d'une tablée littéraire, je propose une chanson d'Albert Marqueur qui s'appelle BHL. Eh bien, vous êtes toujours sur Radio Libertaire 89.4, notre deuxième rendez-vous d'atelier d'écriture cinématographique. Oui, on se fait du cinéma radiographique. Et puis Julien me fait un signe. Le téléphone, c'est le 01 43 71 89 40. À tout de suite.